Blue Origin se prépare pour son vol inaugural. En Europe, Exploration Company a franchi une étape majeure sur son projet de capsule spatiale. L'Australien Gilmour Space reçoit une licence de vol. SpaceX effectue des tests majeurs pour son essai en vol numéro 7 du Starship. L'ESA donne son feu vert pour concurrencer le réseau satellitaire Starlink de SpaceX. La fusée Themis d'Ariane Group achève son assemblage. Et au Japon, Space One a échoué pour la deuxième fois son vol orbital. Stéphane Israël quitte Arianespace. Et il y a eu de nombreux lancements de fusées cette semaine. Je m'appelle Christophe Paget d'Espace News et voici votre revue spatiale. Blue Origin a maintenant reçu son autorisation pour procéder à la répétition générale qui consiste à remplir tous les réservoirs de carburant et simuler un compte à rebours, ainsi que son essai moteur statique de son New Glenn avant son vol inaugural. La répétition générale ne s'est pas encore déroulée, mais il se prépare pour les prochains jours. Fondée en 2021, cette start-up européenne Exploration Company développe un vaisseau spatial modulaire appelé Nyx pour les missions cargo de ravitaillement de la Station spatiale internationale, avec l'ambition future de disposer d'une version avec équipage et cargo de son Nyx pour orbite lunaire et même alunissage. Exploration Company a franchi une étape critique dans le développement de son démonstrateur à petite échelle de sa capsule spatiale appelée Mission Possible, simulant avec succès la phase de lancement du lanceur de la mission, confirmant que les systèmes embarqués se sont bien comportés afin d'assurer une orientation appropriée durant une rentrée atmosphérique. Elle a également réalisé avec succès les tests de sous-systèmes, à savoir les algorithmes de navigation et le comportement des capteurs dans un environnement simulé par une voiture circulant dans les rues de Munich. Bien que ce démonstrateur supporte le développement de la capsule Nyx, il transporte également des charges utiles clients, et pourquoi pas, pour contribuer au financement de son développement avec un vol prévu en 2025 à bord d'une fusée Falcon 9. Gilmour Space vient de recevoir sa licence pour mettre en orbite sa nouvelle fusée Eris par le ministère de l'Industrie et des Sciences et l'Agence spatiale australienne. Cette licence demande une période de notification obligatoire de 30 jours pour permettre aux agences australiennes d'être averties et de mettre en place des mesures de sécurité telles que des zones d'interdiction d'accès dans les océans environnants. Gilmour lancera sa fusée depuis le nord du Queensland au port spatial orbital de Barwon, qui a déjà reçu sa licence de port spatial en avril 2024. Le lancement est donc prévu au plus tôt le 15 janvier 2025 et vous en serez bien sûr informé sur cette chaîne. Alors abonnez-vous pour ne pas le manquer et en plus c'est gratuit. SpaceX a formellement fait une demande pour que le site de Starbase ait le statut de ville. Alors peut-être que bientôt, à Starbase City, le Starship numéro 33, le premier vaisseau version 2 à être mis en orbite lors de l'essai en vol numéro 7, a effectué son essai moteur statique au site de Massey. Ce qui reste à faire en préparation au vol numéro 7, autour du 11 janvier 2025, c'est l'empilement du Starship 33 et du Booster 14 au site de lancement et une répétition générale. Sur le site de production, les sections de nez et de charge utile du navire 35 ont maintenant été assemblées et même soudées, puis renvoyées à la Star Factory. Plus de tronçons ont été produits pour le booster numéro 16, et sur le site de lancement, le support de lancement de la tour numéro 1 fait l'objet de réparations ou d'améliorations, et le parc de stockage de carburant a reçu 2 réservoirs horizontaux et 2 verticaux. Avec la quantité de réservoirs supplémentaires, ils vont bientôt manquer d'espace s'ils continuent à ce rythme. La tour numéro 2 était en cours de modification ainsi que son support de lancement. Le support de lancement a commencé à être équipé de plaques anti-déluge d'eau pour refroidir la surface supérieure pendant le décollage et l'atterrissage.
La Commission européenne a demandé à l'ESA de gérer la conception, la construction, le lancement et l'entretien d'une nouvelle constellation de satellites capables de fournir des services de connectivité résilients, interconnectés et sécurisés aux autorités gouvernementales, aux entreprises et aux citoyens des États membres de l'Union européenne. C'est un grand pas pour l'Europe où l'information à l'horizon 2020 requiert une telle souveraineté. L'ESA a signé 2 contrats majeurs d'une valeur de 10,6 milliards d'euros pour lancer un projet appelé IRIS au carré, qui signifie infrastructure pour la résilience, l'interconnectivité et la sécurité par satellite. Le réseau devrait comprendre 300 satellites européens sur multi-orbites pour offrir aux utilisateurs une flexibilité entre une communication à faible latence en orbite terrestre basse et une large couverture en orbite terrestre moyenne et tenter de rivaliser avec Starlink de SpaceX et d'autres réseaux émergents tels que Kuiper d'Amazon ou OneWeb. La technologie satellitaire sera compatible avec les normes 5G pour permettre l'interopérabilité entre les systèmes satellitaires et mobiles. Les satellites seront lancés par des fusées européennes à partir de 2029. L'ESA a constitué une équipe composée de SES, Eutelsat et Hispasat pour développer, fabriquer et exploiter ces satellites. Le directeur général de l'industrie de défense et de l'espace à la Commission européenne, Timo Perssonen, a également déclaré: la Commission a répondu aux besoins impératifs de l'Union d'une capacité de connectivité autonome et sécurisée. Iris Carré soutient notre autonomie stratégique et notre capacité de défense, promeut notre compétitivité et dynamise la coopération des secteurs publics et privés. J'ai mentionné dans un épisode précédent, vous trouverez le lien dans le coin en haut à droite de votre écran, qu'Ariane Group travaillait sur une fusée réutilisable dans le cadre du projet financé par l'ESA appelé Themis. Le premier étage est plus ou moins basé sur un concept Falcon 9 d'une hauteur de 28 mètres, doté de trains d'atterrissage et de moteurs réutilisables appelés Prometheus, fonctionnant au méthane liquide et à l'oxygène. Le premier étage a été construit en 3 parties. La partie supérieure contenait les commandes de vol pour guider la fusée durant sa descente. La partie centrale contenait les réservoirs de méthane et d'oxygène liquide. Et la partie inférieure abritant les trains d'atterrissage, les systèmes et le moteur. Pour ce démonstrateur, un seul moteur était nécessaire. Les sections supérieures et centrales ont déjà été assemblées il y a déjà quelques mois. À présent, cette section a été assemblée à la section inférieure dans les installations d'Ariane Group au Mureau, près de Paris. C'était la dernière étape pour conclure la phase de développement et d'assemblage de Themis. Le démonstrateur sera ensuite transporté au centre spatial suédois d'Esslingen, au nord de la Suède, où une installation dédiée a été érigée pour tester la capacité de Themis à décoller et à atterrir verticalement. SpaceOne est une jeune start-up japonaise fondée en 2018. SpaceOne exploite le premier port spatial privé du Japon dans la préfecture de Yakayama, appelé Kii Spaceport. La fusée nommée Kairos est une fusée à 4 étages, mesurant 18 mètres de haut et seulement 1,35 m de diamètre, capable de lancer des charges utiles de 250 kg vers une orbite terrestre basse ou 150 kg vers une orbite héliosynchrone. Elle est de taille comparable à une Electron de Rocket Lab ou à une Ceres-1 de Galactic Energy. Les 3 premiers étages fonctionnent au combustible solide, tandis que le 4e étage est similaire à un remorqueur spatial fonctionnant au combustible liquide. Le 13 mars 2024, lors du vol inaugural de Kairos, le véhicule a déclenché son système automatique de terminaison de vol 5 secondes après son décollage, à seulement quelques centaines de mètres au-dessus de la plateforme, en raison d'une poussée et d'une vitesse du véhicule inférieure à celle prévue. Cette semaine, Kairos a décollé du port spatial de Kii et est ascendu pendant environ 1 minute, toujours sous la poussée de son premier étage, lorsqu'il a commencé à dévier de sa trajectoire. La fusée a ensuite perdu le contrôle pendant plusieurs minutes. Ce qui était étrange, c'est que lors du premier vol, le système de terminaison de vol s'est déclenché après seulement 5 secondes de vol, tandis que lors du deuxième vol,
La fusée tournait de manière incontrôlable pendant environ 30 secondes à plusieurs kilomètres d'altitude sans être détruite. La charge utile de la fusée était composée de 5 satellites expérimentaux. Donc je vous tiendrai au courant s'il y a plus de faits venant de Space One. Stéphane Israël est à la tête d'Arianespace depuis 2017. Il a supervisé la restructuration du projet Ariane avec la séparation d'Arianespace pour devenir une filiale d'Ariane Group, nouvellement créée. Il a apporté une cadence de lancement accrue jusqu'au retard d'Ariane Group et à son Ariane 6 ou d'Avio et à son Vega C. L'ESA a désormais signé un accord avec Avio pour augmenter la cadence de production de son Vega C, ce qui augmenterait au final les cadences à partir de 2025. Stéphane n'a pas dit pourquoi ni où il allait. Son remplaçant a également été désigné, David Cavaioles, 36 ans, diplômé de l'École Polytechnique en 2008 et de l'ENSAE en 2012, remplacera Stéphane au poste de PDG d'Arianespace en janvier 2025. Il a occupé quelques postes au sein du gouvernement comme conseiller ministériel pour la politique spatiale française en 2017 et a rejoint Capgemini en 2019. Son parcours est plus financier et nous verrons quels sont les changements majeurs qu'il apportera. Le 13 décembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 11-2 depuis la Californie. Le premier étage a volé pour sa 9e fois et a atterri sur un drone ship. Le 16 décembre, CSC a lancé une longue marche 5B depuis la Chine pour sa mission SatNet Leo Group 1 pour construire sa méga constellation de 13 000 satellites en orbite terrestre basse. C'est d'ailleurs le vol inaugural de cette fusée. Plus tard, CASC a lancé une autre longue marche 2D depuis la Chine pour sa mission PySat 2-912. Le 17 décembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission RRT-1. Le premier étage a volé pour la 4e fois et a atterri sur un drone ship. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Enroll 149. Le premier étage a volé pour la 22e fois et a atterri sur un drone ship. Le dernier lancement ce jour-là était celui de SpaceX depuis la Floride, avec une Falcon 9 pour sa mission O3B mPOWER 7 et 8. Le premier étage a volé pour la première fois et s'est posé sur un drone ship. Le 18 décembre, Space One a lancé depuis le Japon sa fusée Kairos pour son 2e essai en vol, avec l'échec du premier déjà en mars 2024. Malheureusement, ce 2e vol a également échoué. Le 19 décembre, Galactic Energy a lancé un CRS-1S depuis les eaux chinoises pour sa mission Tianqi 3336. En résumé, du 1er janvier au 19 décembre 2024, 252 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 153 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine, 65 de Chine et 5 du Japon. Je vous laisse cette semaine avec une image de Jeff Horn et Drew Evans de la nébuleuse du Cœur, cataloguée sous le numéro IC 1805, dans le coin supérieur gauche, car apparemment elle a une forme de cœur. Elle est située à environ 7500 années-lumière de nous, en direction de la constellation de Cassiopée. En bas à gauche, nous pouvons voir un reste de supernova, ce qui signifie qu'une étoile s'est éteinte puis a explosé, et donc ce que vous voyez est la conséquence. Sur la droite se trouvent plusieurs nébuleuses planétaires. Donc pour nos astros débutants, une nébuleuse planétaire est une nébuleuse ou un nuage interstellaire de poussière qui naît généralement de la poussière provenant de la couche supérieure d'une planète, et elle a un diamètre d'environ quelques années-lumière, contrairement à une dizaine, voire une centaine d'années-lumière de diamètre pour une nébuleuse normale. Le tapis rouge qu'on voit à travers toute cette photo est causé par les éléments d'hydrogène. Vous pouvez cependant voir certains éléments de soufre en jaune et des éléments d'oxygène en bleu. Au centre de la nébuleuse du Cœur se trouvent de jeunes étoiles de l'amas d'étoiles ouvert appelé Melotte 15, et il a fallu 57 nuits à Jeff et Drew pour produire une image aussi belle et claire. Donc un grand merci à eux pour partager avec nous cette incroyable photo. Je suis Christophe Paget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.